En raison de mon expérience dans le domaine des langues, je sais que le Micmac est une langue descriptive. En Micmac, le mot bleuet, comme en anglais ou dans d'autres langues, désigne simplement un fruit qui est bleu. Mais il n'y a pas de distinction à leur sujet. Il y a un peu de description, mais pas de distinction. On regarde la framboise. En Micmac, c'est... Une framboise est un fruit qui ne contient qu'une... On sait donc ce que l'on recherche. Pour le bleuet, le mot est cependant très distinct. Les bleuets poussent en grappes. Quand on veut les ramasser, il faut... C'est donc ce qu'il faut faire. Ils n'ont rien à voir avec. C'est pourquoi ils sont bons. Mais comment les reconnaît-on? Il faut les détacher de la plante. Quand j'étais petit, mes parents m'emmenaient cueillir des bleuets à la main dans les bois, là où tout avait été coupé. C'est là qu'on trouvait les bleuets, des framboises et des fraises. Quand j'étais enfant, c'est là où il fallait aller dans les bois pour cueillir les bleuets. Je suppose que ça marque parce que lorsqu'on est allé dans le Maine pour travailler chez Wyman's, pour gagner de l'argent dont on avait vraiment besoin pour l'école, un jour, on a parlé de toi. Avec Colbert. J'ai travaillé avec Colbert. Fulton Colbert. J'ai travaillé pour lui quand je me suis marié. J'habitais à Boston. Plus tard, lorsque je lui ai rendu visite, j'ai entendu que tu étais avec Matthew Robinson. Tu te souviens de lui? Bref. Tu pourrais peut-être me parler de ton expérience là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé aux États-Unis avec mes parents, en particulier dans le Maine, pour la récolte des bleuets en août. C'était simplement pour acheter des vêtements d'école. Oui. À l'époque, c'était le seul travail disponible pour les gens. D'Escazoni. Mais en ce qui concerne les années à faire ça, j'ai fini par travailler avec Jasper Wyman. Pendant 17 ans. Toute l'année pendant 17 ans. Tu faisais partie des gars qui ramassaient les bleuets. Fulton, c'était mon superviseur. Il m'a tout appris sur l'industrie du bleuet. As-tu travaillé avec... Comment s'appelle-t-il déjà? Pat? Goldie Randalls? Non. Tu n'as pas travaillé avec Bud? Non. Par contre, Bud est un homme important. Avec Bud Moss, moi si. Et le fils de Frank March. Ces gars-là étaient les plus importants producteurs de bleuets. Tu sais, c'était la capacité du monde de bleuets. Wyman's. Oui, Wyman's. Jasper Wyman. Tu as travaillé pendant combien de temps? 17 ans? Oui. Et ils savent ce qu'ils font. Tu as appris. La culture des bleuets. La culture des bleuets, je suppose qu'on peut appeler ça comme ça. Ou cultiver des bleuets. Il y avait beaucoup de régions qui n'avaient pas de bleuets. Ils en ont donc bien pris soin. Une année, il n'y en a pratiquement pas eu. Puis il y a eu une récolte exceptionnelle. Beaucoup de choses ont changé au cours de ces 17 années.
Le système aussi, oui. Wymans contrôlait totalement ce qu'il voulait faire avec la culture des Bleuets. Il avait beaucoup d'endroits où il faisait des essais, et il en a beaucoup fait. Il avait des parcelles d'essais qu'il conservait pendant 5 ans. Harrington faisait la même chose. Oui, c'est là où j'ai travaillé. C'est pour s'assurer qu'il faisait bien les choses et pour bien évaluer leur pratique. En particulier pour les pesticides. Tu sais, c'était le gros problème. Surtout quand la pire chose, c'était ce champignon qui attaquait la plante. Oui, et cette autre chose qui causait des problèmes aux personnes. J'oublie le nom. La priorité, c'était d'éviter de mettre la santé des gens en danger. En ce qui concerne Wymans, il y a eu beaucoup de changements entre mon arrivée et mon départ. Il défrichait très vite afin de pouvoir récolter les bleuets rapidement. C'était incroyable. Il coupait à blanc un terrain et 5 ans plus tard, il récoltait des bleuets. Ils avaient aussi ce système. Je sais que quand j'étais là-bas, je travaillais avec Fulton. Je ne sais pas si c'était avant ou après toi. J'ai travaillé avec lui pour contrôler les ours avec les abeilles. Ah oui. Les abeilles venaient de Floride. Il les apportait, puis on les regardait faire la nuit. On entendait le bruit de la ruche quand il la faisait éclater. On voyait ensuite, à l'aide d'une lampe, un ours couvert de miel et les abeilles partout sur lui, très heureuses. C'était la façon de faire. On l'apportait à 50 ou 70 miles, puis on revenait pour 2 nuits. Les ours sont donc très importants, oui. Et les abeilles. Et les abeilles, il n'y avait pas assez d'abeilles dans la région pour polliniser. 10 000 acres en peu de temps. Il faisait donc venir les abeilles de Floride. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait autant de gens là-bas, sauf pour la cueillette. J'allais là-bas comme bien d'autres, pour la cueillette, mais en fait, seules quelques personnes d'ici ont vraiment participé au travail de développement. Comme toi, tu t'occupais de les champs, comme Matthew. Vous savez, quelqu'un là-bas qui vous donne l'opportunité d'apprendre. Y avait-il quelqu'un d'autre? Oui, de la Nouvelle-Écosse. Matty, oui, Matty. Pauvre Matty, oui, je l'aimais beaucoup. Et puis, il n'y avait que moi. C'est donc toi le gardien du savoir pour les bleuets. Je t'envie. Surtout en ce qui concerne les abeilles. J'ai tellement appris de choses sur les bleuets que je sais comment couper une ruche en 2. Tu peux avoir une autre reine? Je peux couper une reine en 2. Tu dois me montrer comment faire. On a des ruches que je veux apporter ici. On a un gros SM. Mais l'industrie a beaucoup changé. Ernest, il y a 20 ans, avant l'arrivée des abatteuses, il travaillait les champs pour qu'ils soient aussi plats que cette table. Oui, ils apportaient aussi des rouleaux. Une fois que le terrain était plat, on s'occupait de l'irrigation souterraine.
On commençait à poser des tuyaux sur le sol pour la protection contre le gel et pour irriguer au mois d'août. Mais le plus important était de protéger les bleuets du gel. Tu as donc toutes ces connaissances et toute cette expérience. Tu seras surpris et tu n'as pas l'occasion de t'en servir. Je vais te raconter une petite histoire sur le gel. On nous appelait en début de soirée pour surveiller l'arrivée du gel. Quand le thermomètre descendait à une certaine température, on t'appelait. Et tout le monde se rendait dans un endroit désigné pour mettre en route les pompes. Et vous descendez et démarrez votre pompe et commencez à activer votre eau pour démarrer le système d'arrosage. Les pompes fonctionnaient jusqu'au lever du soleil. On pouvait voir de la glace sur les bleuets. De la glace. Et c'était la bonne chose à faire? Oui. Une fois le soleil sorti, une demi-heure après, toute la glace fondait pendant que le système d'arrosage fonctionnait. C'est comme ça qu'on faisait pour protéger les plants de bleuets du gel. Tu es resté là pendant 17 ans? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après 17 ans? Tu es simplement parti? Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé à l'île du Prince-Édouard, ici au Canada. Quel choc! À l'île du Prince-Édouard, l'industrie des bleuets était nouvelle. J'ai trouvé ça vraiment étonnant de voir des bleuets pousser, entourés de souches, et sur un sol accidenté. Pas de sol bien entretenu. Par rapport à l'endroit d'où je venais, où il n'y avait que des beaux champs de bleuets bien propres, c'était vraiment étonnant. Pas de roches, pas de bois, pas de morceaux de bois. J'ai travaillé pour Wyman's à l'île du Prince-Édouard pendant un peu plus de 5 ans, puis j'ai abandonné. Mais t'avais tes propres champs, hein? Oui, j'ai acheté mes propres terrains à l'île du Prince-Édouard. Oui, j'ai entendu. J'ai acheté 48 acres. Comment ça s'est passé? Ça n'avait jamais été développé, mais moi je l'ai développé. Il m'a fallu 3 ans. J'y suis resté seulement pendant 5 ans, mais il m'a fallu 3 ans pour développer ma terre. Puis je l'ai vendu à Wyman's, qui m'avait fait venir à l'île du Prince-Édouard. J'aurais probablement abandonné. Tu as probablement obtenu un bon prix. Je ne sais pas. Tu devais avoir de belles récoltes. Oui. 4 tonnes par acre, tu t'en sors bien. Mais commercialement, tu sais, 8 tonnes, tu t'en sors vraiment bien. Tu as donc commencé avec une terre que tu as défrichée pour cultiver des bleuets. Oui. Et tu t'es retrouvé dans la production commerciale de bleuets. Oui. Et tu t'es lancé. Wow. Je suppose qu'en revenant à Escanocy, il n'y avait pas de bleuets. Des bleuets, il y en a ici. Je sais, mais on ne les voit pas. Pourtant, il y en a. Comme là-bas. Nous avons des bleuets ici. Oui, c'était ici. Tu sais, dans le Maine, on transplantait les bleuets. C'était l'idée de Fulton. On remplissait un chariot de plants de bleuets dans un endroit boisé afin de les apporter dans les champs. Dans le Maine, les champs de bleuets ont une épaisseur de 2 pouces, voire 2 pouces et demi. Oui, vraiment, 2 pouces ou 2 pouces et demi. Et le reste, c'est du sable. Peut-être de la tourbe. C'est seulement du sable. Tous les champs de bleuets ont du sable.
Oui, je sais, j'en ai vu. Je suis resté pris avec mon véhicule plusieurs fois. Beaucoup de champs avaient des endroits vides, aussi grands que ce salon. Oui, oui, oui. Il y a de grands endroits, sans rien du tout, rien que des endroits sablonneux. Oui, comme dans un terrain de golf. Et partout ailleurs, la récolte est juste exceptionnelle. Un bac à sable dans un terrain de golf obtient seulement la moitié de ta récolte. On plantait donc les plants de bleuets qu'on allait chercher dans les endroits boisés. Dans les endroits sablonneux? Oui. Dans les endroits sablonneux. Une clôture était ensuite posée pour bloquer les passages en automne, pendant la tonte et le brûlage. Je pense qu'on pourrait cultiver des bleuets ici. Comme toi, quand j'étais jeune, on allait à Membertou et ailleurs pour cueillir des bleuets, afin de les vendre. À des restaurants et à des magasins pour quelques pièces de 25 cents la pinte. Il y avait un bon système en place. Un restaurant avait par exemple besoin de 5 à 10 gallons, t'achetais seulement quelques pintes pour que tout le monde puisse continuer à avoir des bleuets. Si les restaurants n'achetaient qu'à une seule personne, les autres vendeurs partaient après un certain temps. Enfin, Quand je suis arrivé ici, il y avait un peu de bleuets à Membertou. Au début des années 1970, je suis parti très jeune. Mais je chassais encore un peu des animaux pour la fourrure. Et ensuite un peu dans le nord de l'État de New York. Quand je suis revenu ici, j'ai repris ce travail. J'ai acheté des pièges et tout ce dont j'avais besoin. L'année suivante, j'ai commencé à m'aventurer dans les landes, dans les tourbières, là-haut dans les collines. Et j'y ai passé les mois d'hiver. La neige y était épaisse, très épaisse. Quelques années plus tard, je suis allé explorer cet endroit début juin, juillet. Quand je suis arrivé, il n'y avait que des fleurs. J'ai regardé autour de moi et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Des bleuets. Je me suis alors dit que je ferais mieux de revenir dans un mois. Quand j'y suis retourné, il y avait des bleuets partout, mais partout. Et l'endroit dont on parlait était juste plus bas. Quand je suis rentré à la maison, j'ai posé des questions à mon grand-père. Je pense qu'il est mort en 1971, 1972 ou 73. Et je lui ai dit qu'il y en avait plein là-haut, où il y a beaucoup de neige. Dans les Landes, oui, c'est là que la neige était épaisse. Et quand la neige est épaisse, les bleuets sont beaux. J'ai donc vu ce potentiel là-bas. J'ai vu qu'il y avait des bleuets, mais l'accès y était très difficile à cette époque. Et je n'avais pas de 4 roues. À pied, c'était loin. Dans le quartier, en tant qu'ouvrier, en se déplaçant, il y a une personne à qui j'ai dit « Tu sais, il y a des bleuets là-haut. » J'ai parlé de ces bleuets à une personne du quartier. Il a dit que quand il était enfant, tout le monde allait là-bas pour en cueillir. Ils s'y retournaient ensuite pour le brûlage. Ils s'en sont donc occupés pendant des années. Depuis plusieurs années cependant,
Je ne pense pas que les bleuets intéressent qui que ce soit. Quand on allait cueillir des bleuets là-haut, on n'allait pas jusqu'à là-bas, parce que la partie qui se trouve plus là-bas, celle dont on parle depuis Anthony jusqu'au bord, c'était que des champs de bleuets avant. C'est là qu'on en ramassait. J'y suis monté. Y es-tu monté? J'étais censé t'emmener. J'y suis allé avec mon Kubota. J'ai presque pleuré. J'ai pris des photos. Il n'y avait que des petites parcelles ici et là. Je me suis alors demandé ce que je pouvais faire. Que puis-je faire? Que puis-je faire? C'est à ce moment-là que je t'en ai parlé pour voir si tu pouvais débroussailler et faire quelque chose avec tes connaissances. Redonner vie aux bleuets. On pourrait peut-être demander des conseils au ministère de l'Agriculture. Quelles sont certaines des choses qui peuvent être faites? Parce que ces bleuets, on en mange seulement quand on y va pendant la journée. C'est de la nourriture pour toute la journée. Tu sais, tu montes là-haut, tu fais le tour et t'as toujours de quoi manger. Vous ne prenez jamais de déjeuner en août parce qu'il y a toutes sortes de bleuets. Après en avoir parlé à des aînés et découvert qu'il s'agissait d'une partie importante de la communauté, on m'avait dit qu'à une certaine période de l'année, les gens se rendaient dans un endroit appelé qui se trouve là où il y a des bleuets. Près de Sainte-Anne. Les gens cueillaient des bleuets pour l'hiver. Pas pour les vendre, mais pour les manger. Pour faire de la tisane et à des fins médicales pendant l'hiver. Je pense qu'ils mangeaient une bonne partie des bleuets qu'ils cueillaient. Ils les séchaient et les utilisaient avec d'autres choses, comme des graines de carvi. Ils en mettaient dans le pain. Ces 2 ou 3 dernières années, j'ai commencé à essayer certaines choses. Sécher, congeler, déshydrater, faire de la tisane et essayer de... on va essayer de conserver ou de redonner vie aux bleuets. Parce qu'ils ont des bienfaits médicinaux, des antioxydants. C'est ça, des antioxydants. Parce qu'on en manque. Et on manque aussi de vitamine C, surtout maintenant avec la COVID. On n'a même pas de vitamine D, qui est produite grâce au soleil. Les bleuets doivent donc contenir de la vitamine D. Nos ancêtres le savaient. Les bleuets étaient donc toujours une priorité. Ils veillaient à prendre soin des champs de bleuets. Même si les gens partaient pour Antigonish, où il y a des champs de bleuets, pour en cueillir et les rapporter. Les bleuets étaient à ce point important. Ce n'était pas du tout pour les vendre. Cela n'avait rien à voir avec la vente. Là, il fallait acquérir une maison à différents endroits, où que ce soit. Il y avait beaucoup de champs de bleuets à Boise, jusqu'à presque Louisbourg. Après un certain temps, quand les bleuets ont commencé à disparaître, ils ont commencé à comprendre qu'ils étaient importants pour la santé, pour les coutumes autochtones. Voilà à quoi ont servi les bleuets. Notre présence ici aujourd'hui, en quelque sorte, en train de disparaître. C'est ce qui m'a frappé. Je pense, tu sais, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on redonne vie à ces champs de bleuets. Il le faut.
Ils sont encore là, mais maintenant, il y a des choses mises en place comme... Ok, nous ne pouvons pas remonter tous ces champs de bleuets là-haut, car ce sont des propriétés privées. Tu descends dans les îles. En fait, ces dernières années, on a dû aller dans un ancien champ de Defco. Cette année, quand on y est allé, l'entrée était bloquée. On ne peut plus y aller. Et puis ici, ils bloquent leur entrée aussi. Ce sont tous des champs privés maintenant. L'autre jour, quand je suis allé au magasin, il y avait un gars qui vendait des bleuets. Mais ça devrait être l'inverse. Ce n'est plus la même chose. Ils étaient tous comme... Tout le monde disait « Maman, il y a un gars qui vend des bleuets et je dois m'en procurer. » Ernest, je pense vraiment qu'on peut y arriver. Je pense vraiment qu'on peut redonner vie aux bleuets. Oh oui, petit. Pour faire ça, on a besoin de personnes comme toi, qui ont des connaissances. Et on a aussi besoin du gouvernement, comme la bande, pour permettre pas seulement pour les bleuets en eux-mêmes, mais aussi pour tout ce qu'on fait avec des bleuets. Wyman s'est fait connaître dans le monde entier, non pas grâce aux bleuets comme nourriture, mais parce que les bleuets étaient utilisés pour le maquillage, les teintures et d'autres choses. De la teinture pour vêtements, pour beaucoup de choses. Les Autochtones, eux, consommaient les bleuets pour être en bonne santé. Ils gardaient des bleuets surtout pour l'hiver. Quand il n'y avait pas de nourriture, il y avait toujours un panier en écorce de bouleau, rempli de bleuets secs. Qui pouvaient être mélangés, par exemple, avec du poisson, ce qui était nourrissant. C'était pour survivre. Comme tu l'as dit tout à l'heure, la terre a été défrichée. Et l'année suivante, il y avait plein de bleuets. Je pense que c'est grâce aux animaux sauvages. Ils fertilisent le sol et font tout le travail. Ils fertilisent le sol, ils vont ici, puis là, et ils font tout le travail. Donc, il faudrait expliquer ça dans les écoles et faire en sorte que les jeunes participent. On a parlé d'aller aux écoles pour parler aux élèves de redonner vie à la culture des bleuets. Il faudrait la réintroduire. L'histoire des bleuets. Par nos aînés, nos parents, nos grands-parents. Ton idée me plaît, Ernie. Redonner vie aux bleuets dans notre communauté. Et enseigner aux jeunes pour en prendre soin. Pour que ça ne se perde pas, il faut leur transmettre ce savoir. Il faut redonner vie aux bleuets et il faut que les jeunes participent. À travers le développement communautaire, une personne peut être chargée de leur apprendre la culture du bleuet afin qu'ils puissent agir. On leur dit comment faire pour qu'ils apprennent et ils en prennent possession. On leur enseigne, par exemple, 3 choses. Et on leur demande de trouver des choses encore meilleures, encore plus bénéfiques pour les gens, pour ce que nous avons ici. Les bleuets sont peut-être quelque chose qui a des façons de les utiliser que nous ne connaissons pas encore.
Tu sais, il y a peut-être des façons d'utiliser les bleuets qu'on ne connaît pas, c'est vrai. Nos ancêtres connaissent les bleuets et leur potentiel. Ils savent qu'il est important pour eux d'avoir des bleuets. Quand les bleuets étaient mûrs, ils les conservaient pour l'hiver. Ils sont cependant partis sans nous transmettre leur savoir. Quand j'étais jeune, la cueillette des bleuets était chaque année une tradition. C'était donc facile pour nous d'aller dans le Maine pour cueillir des bleuets. Parce qu'on était habitué à le faire. C'était juste un peu plus loin. Ernie, dis-moi comment tu passes de cette étape à la congélation, à la mise en conserve, à la tisane. Ces bleuets ont récemment été cueillis. Ce sont des bleuets biologiques. Il y en a qui ont commencé à sécher. Une fois secs, on pense qu'ils peuvent se conserver pendant peut-être 100 ans. Tu vois, en hiver, si tu en avais, tu pouvais les mettre dans ton pain. C'est comme des raisins secs. Tu les mets dehors pour les faire sécher. Comme la morue. On les mettait alors dans un récipient en écorce de bouleau pour les faire sécher. C'était comme un déshydrateur. Une fois séchés, on les met dans un contenant pour les conserver. Ils restent sucrés. Ils ont ce goût sucré. Et alors, comme quand tu viens. Et la tisane, comment tu fais de la tisane? J'utilise des outils modernes pour faire un travail élémentaire. Ça, c'est environ 1 gallon. Et ça, c'est environ un demi-gallon. Après le broyage, il faut que j'essaie. Quand tu fais de la tisane avec des bleuets, mon enseignement est qu'on vous a dit que tu obtiens tous les bienfaits du fruit. Tout ce que le bleuet a à offrir se trouve dans la tisane. Parfois, quand on mange des bleuets, on n'en obtient qu'un très petit pourcentage. Ernie, il faut qu'on commence à cultiver des bleuets. Tu as raison, c'est une bonne idée. C'est bien. Je suis content que ça te plaise. C'est bien. C'est ce que je fais et je pense que ça vient de notre culture, tu sais. C'est ce que faisaient nos ancêtres. Aujourd'hui, on utilise des outils modernes pour faire un travail simple comme celui-ci. Il fallait peut-être à nos ancêtres 10 heures pour faire ça, un mois entier. Aujourd'hui, il suffit d'aller chez un Walmart pour acheter un moulin à café et un déshydrateur. Le fruit, lui, reste le même.